10 000 adhérents et qui est en train de se structurer sur tout le territoire. À l'automne, nous aurons désigné tous nos délégués départementaux et je leur demanderai d'aller au contact de tous les Français qui veulent se rassembler et qui veulent servir notre pays. Ils devront notamment concentrer leurs efforts sur les élus locaux, sur les étudiants, sur les entrepreneurs, qui sont les oubliés du gouvernement. Je leur assigne la mission de me faire remonter les attentes et les idées du pays. Puisque le gouvernement est incapable de décomplexifier la France par le haut, eh bien nous attendons du terrain des propositions concrètes pour oxygéner notre société. Qu'est-ce qui nous fédère? C'est d'abord une conception élevée de la République, qui défend l'intérêt général et l'unité nationale. Cette conception de la République, je veux vous dire qu'elle n'est en rien démodée. Elle n'est en rien démodée lorsqu'on voit s'étendre l'incivisme et la violence, le populisme et l'intégrisme. Il y a chez les Français une demande d'ordre, une demande d'unité autour d'un destin commun. Il y a aussi une quête de liberté, parce que la France étouffe sous le poids des réglementations. Une quête d'égalité qui n'est pas à confondre avec l'égalitarisme. Et lorsque je vois le succès des JMJ, ou encore ces mères de famille qui se mobilisent dans les cités contre la violence, je me dis aussi que la soif de fraternité résiste au poison de l'égoïsme. Ce qui nous fédère, c'est aussi une certaine idée de la politique, faite de lucidité et de courage. Avec vous, je crois à la vertu de la vérité, parce que notre pays ne s'en sortira pas avec des illusions et des demi-mesures. Je fais mienne cette formule de Max Gallo, lorsqu'il dit « Nous subissons, comme cela s'est produit souvent dans notre histoire, une crise nationale de longue durée ». C'est-à-dire que sans un effort immense, des initiatives courageuses, des sacrifices, nous sommes condamnés à dériver, à nous effacer, entraînés par d'autres civilisations, celles qui sont aujourd'hui justement sur le devant de la scène. Les déclarations ronflantes du gouvernement cet été au regard des chiffres du deuxième trimestre sont indécentes. Le débat n'est pas de savoir si la France atteindra 0,1% de croissance ou moins 0,1. Le débat de fond, c'est de savoir si nous pouvons ou non sortir de la régression qui nous mine depuis un quart de siècle. Et ma conviction, c'est que c'est possible. Mais c'est possible à condition que nous mettions en œuvre une thérapie de choc pour répondre aux mutations structurelles qui caractérisent la réorganisation des rapports de force dans le monde. J'ai à l'époque parlé de faillite. Je parle aujourd'hui de déclin. Je sais que les mots sont forts. Je sais qu'ils sont parfois impopulaires. Mais nous sommes là pour servir la France, pas pour la séduire avec des mensonges. Le processus de déclin, il est enclenché depuis plusieurs années et nous y avons tous notre part de responsabilité, moi y compris. En 2007, avec Nicolas Sarkozy, nous avons conçu un projet de rupture qui correspondait pour une large part à l'analyse que j'avais faite en 2006 dans l'ouvrage « La France peut supporter la vérité ». La violence de la crise financière et une divergence sur la nature de cette crise ne nous a pas permis d'aller assez loin dans l'effort de redressement. Est-il nécessaire de faire un séminaire sur le passé pour expliquer avec franchise que nous avons souvent péché par prudence, par empirisme, par conviction aussi? Il ne s'agit pas de faire le temps d'une réunion un inventaire. Ce qui importe, c'est d'incarner une lucidité, une franchise en continu, et de mettre cette attitude au service d'un projet nouveau et structurant. Nous ne gagnerons pas avec des postures. Et je veux vous dire qu'il est dangereux de penser que les fautes de la gauche feront les succès de la droite. Ce sont les idées qui guident les victoires et les actes. 2017 ne ressemblera pas à 2007 ni à 2012. Le scepticisme des citoyens à l'égard de la politique s'est encore accru. La crise économique a amplifié nos handicaps. La paupérisation ronge les classes moyennes. Bref, le pays est dans une situation d'exaspération et de désillusion qui nous éloigne des jeux partisans classiques. Sans rénovation intellectuelle et sans transformation radicale, la France continuera de chuter. Le redressement ne s'improvise pas.
il faut se réinventer, il faut rénover nos logiciels, il faut écouter, discuter, convaincre les Français. C'est d'ailleurs ce que j'ai entrepris de faire depuis plusieurs mois, hors des caméras et loin des micros, sinon il n'y a aucune authenticité aux échanges que nous pouvons avoir sur le terrain avec nos concitoyens. Cet été, sur le site de Force républicaine, plusieurs milliers d'internautes ont réagi à nos 35 propositions. Parmi les sites politiques, le nôtre a été de loin l'un des plus visités. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière, parce que Force républicaine a vocation à être d'abord un carrefour intellectuel. Dans les prochaines semaines, plusieurs ateliers thématiques seront mis en place. L'objectif est de donner à la droite républicaine et au centre le corpus idéologique qui lui fait défaut. Ma conviction, c'est que nous devons redonner du sens à l'idée de progrès. Et cette idée de progrès doit parallèlement s'accorder avec des valeurs profondes. La famille, l'éducation, le civisme, l'autorité, le travail. Au fond, notre objectif doit être de trouver une nouvelle synthèse entre modernité et tradition. Ceci m'amène à dire que l'UMP, notre famille politique, dont Force républicaine doit être l'un des piliers, doit défendre une ligne politique de rassemblement. Une ligne politique de rassemblement d'ailleurs conforme à l'idée de l'UMP à l'origine de sa création, à son identité qui allie les gaullistes, les libéraux, les centristes, les radicaux. Je ne crois pas à la tactique des coups de barre. Coup de barre à droite pour séduire les uns, coup de barre au centre pour ne fâcher personne, et à la fin, ça se termine toujours par coup de barre à gauche pour mystifier les derniers. Eh bien, moi, je prends la France comme un bloc, avec des problèmes graves qu'il faut régler vigoureusement et avec des citoyens qu'il faut éclairer et rassembler sans démagogie. J'ai, il y a un instant, fixé devant les responsables de Force républicaine les objectifs qui sont les nôtres, et je veux les renouveler devant vous. Préparer un projet de redressement national. Réunir les citoyens de tous bords qui ne se reconnaissent pas dans les structures partisanes actuelles. Être avec et pour l'UMP une force pour toutes les élections municipales, sénatoriales, européennes, régionales. Partout, je m'engagerai avec vous, avec 3 objectifs en tête. Incarner une autre France que celle de François Hollande, adresser au gouvernement l'avertissement qu'il mérite afin de l'obliger à ouvrir les yeux sur l'insuffisance de sa politique et endiguer la vague protestataire qui ne mène nulle part. Dois-je enfin préciser que parmi nos objectifs, nous aurons le devoir d'être présents et forts à l'occasion des primaires de 2016 qui seront une révolution démocratique pour notre famille politique. La seconde raison pour laquelle j'ai voulu cette rencontre, c'est que l'année s'annonce importante pour notre pays qui est confronté à des questions brûlantes. D'abord, celle de la croissance et du chômage de masse. Pendant 1 an, le gouvernement a pris une succession de mauvaises mesures qui ont noyé le moteur économique de la France. Trop d'impôts, trop de dépenses, pas de réforme de fond. Eh bien, ce cocktail a mis le pays à plat. François Hollande et son gouvernement ont entonné depuis le début de l'été un chant de victoire. La croissance reviendrait et la baisse du chômage est pour la fin de l'année. On aimerait croire à cette belle prévision, mais la vérité c'est qu'elle ne repose sur rien. Le gouvernement fait le pari d'une reprise mondiale qui entraînerait l'économie européenne et la France avec. Il ne compte que sur les autres, sur leurs efforts, sur leur travail, sur leurs réformes pour apporter des réponses économiques à nos difficultés. Ce fut, il faut bien le reconnaître, le pari de beaucoup de gouvernements depuis 25 ans. Mais c'est un pari qui n'a plus guère de chance d'être gagné parce que l'économie française est trop affaiblie pour réagir avec suffisamment de vigueur au vent de l'économie mondiale. Trop d'impôts, trop de règlements, trop de précautions, trop de dépenses publiques alourdissent le bateau France qui est condamné, si nous ne faisons rien, à une longue période de croissance faible et de récession alternée. L'urgence, avant de penser à tout le reste, c'est de stopper la spirale fiscale qui est en train d'étouffer l'économie française. Plus de 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans un pays qui était déjà parmi les plus imposés au monde depuis l'arrivée de la gauche. Le seuil d'alerte a été largement franchi.
On ne peut pas se contenter de dire que nous baisserons les impôts en 2017, parce qu'il sera trop tard pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de Français. Nous aurons d'ici là perdu des pans entiers de notre industrie. Nous aurons vu s'accélérer le départ des investisseurs et des jeunes qui partent ailleurs, tenter leur chance sous des ciels plus cléments. Nous devons concentrer tous nos efforts, toute notre force d'opposition, tous nos moyens pour exiger que pas un centime d'impôt supplémentaire ne soit désormais demandé aux Français. L'opposition parlementaire, la mobilisation des forces vives, le combat des élections municipales, toutes ces armes doivent être concentrées sur cette bataille fiscale, qui n'est pas une bataille partisane, mais qui est simplement une bataille vitale pour l'économie française. Pas un centime d'impôt supplémentaire, y compris pour financer les retraites. Les retraites, c'est la seule réforme structurelle qui est à l'agenda du gouvernement français. Et beaucoup d'entre nous avaient espéré que, même si cela est insuffisant pour relancer notre économie, nous pourrions au moins participer à l'élaboration d'une réforme permettant d'assurer la crédibilité de la France au regard du monde et de sécuriser les retraites de nos concitoyens. Malheureusement, durant tout l'été, le Premier ministre et le gouvernement n'ont eu de cesse que de préparer l'opinion au renoncement et à la lâcheté qui d'ailleurs a toujours caractérisé les socialistes sur cette question des retraites. Non, il n'y aura pas de recul de l'âge de la retraite, ce qui est pourtant la seule mesure efficace et juste pour financer l'allongement de la durée de la vie. Non, il n'y aura pas, semble-t-il, d'augmentation de la durée de cotisation avant 2020. Au passage, d'ailleurs, la gauche désormais encense la réforme de 2003 qu'elle a combattue avec la plus extrême vigueur. Oui, la réforme des retraites de François Hollande, comme toutes les réformes depuis le début de son quinquennat, va se résumer à une augmentation d'impôts. Eh bien, si c'est le cas, je le dis, ce sera un désastre. Ce sera un désastre pour le pouvoir d'achat des actifs, ce sera un désastre à terme pour le niveau des retraites des Français, pour ne pas affronter une certaine incompréhension de nos concitoyens sur l'allongement de la durée de travail. On préfère laisser s'effondrer le montant des pensions et préparer la paupérisation des retraités de demain. Mais ce sera aussi un désastre pour les conditions de financement de la dette française. Après avoir annoncé avec autant de force que le gouvernement allait s'attaquer à cette question des retraites avec vigueur, le projet qui, semble-t-il, est en train de naître est un projet qui ne peut que provoquer une immense déception dans le monde entier. Au cœur de la dépression économique actuelle, il y a la question du chômage qui atteint des sommets effrayants. La vérité, c'est que nous-mêmes, durant 5 années, nous n'avons pas réussi à rompre avec cette terrible spécificité française qui fait que même en période de croissance, le chômage reste chez nous plus important que chez nos voisins. La France est-elle condamnée à la stagnation et au chômage de masse? Ce sera dans quelques instants le premier thème de notre réunion de travail. L'autre question brûlante qui taraude notre pays, c'est celle de son unité républicaine. La crise économique explique beaucoup de choses, mais elle n'explique pas tout. Le sentiment d'appartenir à la même nation et la volonté de vivre ensemble sont menacés. L'insécurité est repartie à la hausse et la querelle entre le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice est consternante. Le véritable problème, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est que la voix du président de la République est totalement inaudible sur les questions de sécurité, de justice, d'immigration et d'intégration. N'en déplaise à la gauche, il faut construire de nouvelles prisons. Il faut ressouder le lien entre police et justice. Et cela ne peut pas se faire sans une réflexion de fond sur notre politique pénale. Il faut donner à l'éducation la volonté d'assumer un combat frontal contre l'incivisme, contre la drogue, contre les replis communautaires. Il faut tenir un langage clair sur l'immigration, parce que compte tenu de notre démographie et de notre situation économique, nous devons réduire l'immigration au strict minimum. Il faut défendre bec et ongle la laïcité, parce que c'est elle qui nous rassemble et qui protège notre liberté de conscience. Les événements qui ont eu lieu à Trappes en juillet dernier ne doivent pas être banalisés. De quoi s'agissait-il? D'une mini-émeute déclenchée pour des motifs liés à la religion,
en l'occurrence liée à une interprétation rigoriste et provocante de l'islam. Il y a un choc des cultures qui gronde et qui est un danger pour la laïcité, pour l'unité française, pour nos concitoyens musulmans eux-mêmes qui sont victimes de ces provocations. Cette situation nous interpelle tous, nous, peuple français, qui avons trop souvent perdu le sens de la République et du patriotisme, sans lequel on ne peut pas fédérer les différences d'origine et les différences de religion. Elle interpelle notre façon de conjuguer l'intérêt général et les aspirations particulières, parce qu'à force de dire « et moi, et moi, et moi », nous avons fini par oublier de dire « nous ». Elle interpelle aussi directement la religion musulmane, qui par la force des choses ne fut pas partie prenante du pacte noué en 1905. Ce sont des questions qu'il faut regarder en face. Ce sont des questions dont il faut débattre et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième table ronde. Enfin, cet après-midi, nous consacrerons nos débats sur les échéances, aux échéances électorales locales et européennes. Les municipales seront décisives. Et je l'ai dit, je jetterai toutes mes forces dans cette bataille. Mais n'oublions pas les sénatoriales, qui peuvent aussi permettre de changer la donne politique au Parlement. Pour toutes ces élections locales, nous devons porter un projet pour nos villes et nos territoires. Par conservatisme, par clientélisme, la gauche a choisi de conforter le millefeuille français. Elle a même choisi d'en ajouter une couche supplémentaire. Après la suppression du conseiller territorial, la question de la décentralisation est à nouveau posée. J'ai été maire 18 ans. J'ai présidé tous les niveaux de collectivité. Je connais l'engagement des élus locaux si injustement critiqués par ceux qui ne s'engagent jamais. Mais je connais aussi toutes les faiblesses d'une organisation territoriale lourde et complexe. Je milite depuis 10 ans pour sa simplification. Et j'en appelle à un pacte entre l'État et les collectivités locales, car nous n'avons aucune chance de relancer l'économie si chacun continue de défendre son précaré. La République est un tout, et je veux dire à cet égard que les accusations du ministre de l'Intérieur à l'encontre du maire de Marseille sont puériles. Pour les européennes, chacun pressent que le rendez-vous électoral sera difficile. Il faudra lutter contre le scepticisme ambiant qui entoure l'Union européenne. Il faudra lutter contre le populisme qui prétend qu'en défaisant l'Europe, on relancera la France, ce qui est une grande supercherie. Il faudra lutter aussi contre la langue de bois, qui consiste à sauter sur sa chaise comme un cabri, en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Oui, la France a besoin de l'Europe. Et il faudra le dire avec force et, si possible, d'une voix commune entre l'UMP et l'UDI. Mais il faudra aussi dire que l'Europe ne peut pas continuer à vivre sans direction politique, sans réflexion concertée sur la politique monétaire. Et j'ajouterai sans ambition de civilisation. Parce que le problème central, c'est que l'Europe est devenue une sorte de mécanique froide, alors qu'elle devrait être une histoire charnelle entre des puissances millénaires, brillantes, qui ont un modèle de vie à défendre. J'ai voté contre Maastricht et je reste fidèle à l'idée que l'Europe a besoin d'une architecture politique digne de ce nom. Elle a aussi besoin d'être animée par un patriotisme européen. Un patriotisme européen qu'il faut symboliser par des actes forts, des investissements du futur commun, des géants industriels, une défense qui ne soit pas de papier, des pôles universitaires et scientifiques imbriqués, une politique migratoire cohérente qui passe par une refonte des mécanismes de Schengen et une meilleure coopération entre les États de l'Union. Voilà, mes amis, le cadre de cette journée de travail que je vous propose d'aborder en toute liberté parce que c'est l'esprit de force républicaine. Avant de conclure, je veux dire un mot d'une question d'actualité. Nous avons appris les événements dramatiques qui se sont produits, en plus de tous les autres en Syrie, ces derniers jours. Et nous sentons bien qu'il y a une sorte de réaction militaire qui est en train de se préparer. Je veux dire que la communauté internationale ne peut pas laisser impunie
l'usage d'armes chimiques qui sont interdits par tous les traités internationaux. Mais si nous devons intervenir aux côtés de nos alliés, il y a des conditions à respecter. La première de ces conditions, c'est que la preuve de cette utilisation des armes chimiques par le régime syrien doit être apportée par l'Organisation des Nations Unies, et seulement par l'Organisation des Nations Unies. On ne va pas recommencer les errements de la guerre en Irak. La deuxième condition, c'est que si nous prenons cette décision, nous devons en informer nos partenaires russes. Et nous devons tenter une dernière fois d'essayer de les convaincre d'agir avec les moyens qui sont les leurs sur le régime d'Assad. La troisième condition, c'est naturellement que la Ligue arabe soit associée à une intervention et enfin que les buts militaires soient définis avec une extrême précision, car il n'y aurait rien de pire que de lancer une guerre dont on ne sait pas l'issue dans un pays qui comporte aujourd'hui des forces immenses qui sont un véritable détonateur de toutes les crises du Proche-Orient et qui pourraient déboucher sur un affrontement qui dépasserait très largement les frontières du Proche-Orient. Voilà, mes amis, vous savez ma conviction, le chemin de la reconquête sera difficile, il sera miné par le doute qui habite aujourd'hui nos concitoyens. Si nous voulons retrouver leur confiance, nous avons un travail de crédibilité à accomplir. Et il ne faut pas brûler les étapes. Crédibilité d'abord dans notre attitude, qui doit être solide et qui doit être digne. Crédibilité dans notre projet, qui doit être profondément réfléchi et débattu. Crédibilité enfin dans notre volonté de rassembler les Français et de les convaincre qu'il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Nous sommes au fond ici ce matin à Rouet-en-Champagne au début d'une marche dont vous connaissez le but, gagner et servir la France. Eh bien, je vous invite maintenant à commencer nos travaux pour que, dès aujourd'hui, nous commencions à construire cette crédibilité dont notre pays a besoin pour rassembler tous les Français de bonne volonté autour d'un vrai projet de redressement national.